Salut tout le monde, bienvenue à cette cinquième vidéo sur le jeu de Battle of Five Armies publié par Ares Games en 2014. Dans cette vidéo, on va voir les batailles. C'est le dernier vidéo de la playlist, mais en même temps, ça va être le plus long, excusez-la, parce que c'est ce qui a le plus changé d'avec War of the Ring, et pas pour le mieux, selon moi. Fait que je vais en profiter aussi pour critiquer un peu le système, parler de game design aussi en général, de pourquoi je trouve que c'est pas bon en tout cas. Allons-y, on va simuler une petite bataille là, entre une armée du Shadow là, qui est ici, puis qui essaye désespérément de prendre les ruines de Dale ici. Fait qu'on a essentiellement quatre unités des peuples libres qui défendent les ruines de Dale avec le brave Gandalf le Gris qui se frotte à quatre unités du Shadow avec deux leadership tokens. D'abord, je veux faire le contraste que dans War of the Ring, un combat comme ça, mettons là, euh, le Shadow joue son dé, il dit j'attaque ici. Le Shadow décide si oui ou non il joue une carte parmi les cartes de sa main. Le joueur des peuples libres, voyant ça après, décide si lui ou non il joue une carte. Un, 2, 3, go, on révèle les cartes. Après ça, le joueur du Shadow lancerait 4 dés avec 2 rerolls. Le joueur des peuples libres lancerait 4 dés avec 2 rerolls. On infligerait nos pertes, soit qu'on enlèverait des unités régulières ou qu'on réduirait des unités d'élite. Puis là, tu sais, le Shadow décide s'il continue, le Free People décide s'il retraite. Puis that's it, puis on loupe comme ça. C'est simple, il n'y a pas d'interruption. Là, vous me voyez venir tranquillement. C'est simple, il n'y a pas d'interruption, puis c'est comme, let's go, je t'attaque, puis si on pogne quasiment aider tout de suite, puis on est prête, là. On se lève, des fois, si c'est une bataille importante, mais tu sais, voilà. Comment ça marche dans Battle of Five Armies et Calvaire? Fait qu'on a notre petite référence en haut à droite, là. Je sais pas si vous le voyez. Oh, ok, mettons de même, là. Fait que d'abord, il y a une chose qui arrive qui s'appelle avant le combat. Oh, regardons ça. La première étape, c'est de checker la supériorité de terrain. C'est quoi cette crise d'affaires-là? Vous allez regarder où se déroule le terrain, où se déroule la bataille, en fait, là. Fait que c'est pas le terrain de l'attaquant qui est important, c'est le terrain du défenseur. Fait que comme là, on va se battre dans un type de terrain qui s'appelle les ruines. Ça aurait pu être dans une plaine, ça aurait pu être dans un marécage. Puis là, chaque unité, sur sa carte d'unité, chaque type d'unité a un ou plusieurs icônes de terrain dans lesquels ils sont à l'aise de se battre, puis qui contribuent à la supériorité du terrain. Fait que là, tu sais, j'ai fait exprès en même temps, pas tant que ça. Tu sais, j'allais dire, j'ai fait exprès pour avoir des unités mélangées, mais dans la vraie vie, ça va être ça. Peut-être pas aussi extrême, mais pas loin, là. Le Shadow décide pas. Rappelez-vous, les tokens de recrutement, là, vous les flippez, esti, puis ça peut être n'importe quoi. Là. Des wargs, des orcs, des great orcs. Il va peut-être avoir des gobelins à un moment donné mélangés au travers de ça. Fait que vous pouvez effectivement avoir trois types d'unités différents dans une même armée. Là. Fait que là, bon, c'est sûr qu'à la longue, on vient qu'on le sait, là, mais là, tu sais, dans le fond, le joueur des peuples libres regarde. Bon, j'ai des Wood Elf Spearmen. Les Wood Elf Spearmen sont bons dans des plaines puis dans des hills, fait que ça calisse rien. J'ai un Dwarf Regular. Un Dwarf Regular, c'est bon dans les montagnes, ça calisse rien. Oups, j'ai deux Lakemen, puis les Lakemen sont bons dans les ruines. Fait que là, vous comptez le nombre de. Chaque camp compte le nombre de figurines qui ont ce terrain-là de prédilection dans son armée. Fait que là, le joueur des peuples libres arrivera à un total de 2 grâce à ces deux figurines de Lakeman pour la supériorité dans les ruines. Le Shadow Check, lui, dans le fond, il y a deux wargs. Qui sont les wargs ici, eux autres sont bons dans des plaines. Ils ont un orc qui sont bons dans les marécages. Puis ils ont des Great Orcs. Attention, moi je l'aurais fait autrement, ça crise de carte, là, mais il y a une petite étoile en bas du truc, là, qui dit que n'importe quel type de terrain est considéré comme étant le terrain de prédilection des Great Orcs quand ils attaquent. Fait que théoriquement, la figurine, mais pas théoriquement, même en pratique, la figurine du Great Orc compte dans la supériorité. Il reste qu'au final, la supériorité est 2 à 1 en faveur du joueur des peuples libres. Si aucun camp a la supériorité,
Des fois, vous allez vous battre dans un terrain, puis il n'y a aucune hostie d'unité qui a ce terrain de prédilection-là. Fait que ça va être 0 à 0. C'est considéré ça aussi comme une égalité. Si aucun camp a la supériorité, il ne se passe rien. Si un camp a la supériorité, ce camp-là a le droit de piger une carte générique. Puis on rappelle que les cartes génériques, en bas, ils ont une habilité de combat. Fait que c'est un petit peu ça l'idée. Fait que tu sais, à la longue, vous connaissez les types de combats par cœur, c'est pas si pire que ça, là, puis c'est une fois par combat, fait que, vous checkez les unités, puis vous dites, bah, ben, moi, j'ai un Great Orc qui est bon n'importe où, toi, t'as quoi? Ben, moi, j'ai deux Lakemen, sont bons dans les ruines de Dale, ok, t'as la supériorité, let's go, puis j'ai une carte de plus. Mais bon, quand on regarde l'effet au final, c'est pas la fin du monde. Mais bon, faut faire ça. Ensuite, c'est écrit de préparer nos mains de cartes. Qu'est-ce qu'ils veulent dire avec ça? J'ai essayé mes hosties de cartes. Ben, c'est parce que là, on arrive en combat. Fait que là, ces cartes-là, les cartes de story, il n'y en a pas d'effet de combat dessus. Fait que ça vous sert à rien en théorie de les garder en main, là. Contrairement à War of the Ring où les cartes ont toujours un événement et un effet de combat. Fait que, on a toujours nos cartes en main. Qu'on soit en train de jouer des dés ou qu'on soit en train de se battre, on dirait qu'on a tout le temps nos cartes en main. Là, on peut mettre de côté nos cartes de story temporairement. On garde nos cartes génériques parce que les autres ils ont un effet de combat en dessous. Puis c'est là où vous devez regarder encore une fois quels sont les types d'unités que j'ai dans la bataille. Fait que là, si je suis le joueur des peuples libres, j'ai des Lakemen, j'ai un Dwarf Regular, puis j'ai un Wood Elf Spearman. J'ai pas de Wood Elf Archers, j'ai pas de Dwarf Vétérans, eux autres, j'ai mis de côté. Puis la carte de Regroup, vous devez systématiquement la prendre tout le temps. Fait que là, je me prépare une main de cartes comme ça. C'est pour ce combat-là, officiellement, le joueur des peuples libres, c'est ça qu'il va avoir dans sa main. Une carte pour chaque type d'unité qui est présent dans la bataille, sa carte de regroup, puis toutes ses cartes génériques. Encore là, c'est pas grand-chose. Tu sais, c'est combat commence, c'est quoi? Puis vous pouvez faire ça, I guess, en même temps que vous checkez les supériorités de terrain, parce que de toute façon, vous devez regarder, si vous n'êtes pas familier, les supériorités de terrain de vos unités qui sont présentes. Mais tu sais, là, vous commencez à vous faire votre main de carte, puis là, après ça, vous partez avec ça. Fait que c'est pas grand-chose, mais c'est deux choses dès le début qui sont pas grand-chose, puis qu'il faut faire systématiquement, par exemple, à chaque combat. Après, c'est la séquence de combat, puis là, ils appellent ça manœuvrer, I guess, la première étape. Fait que ça ressemble, dans le fond. C'est qu'on choisit, chaque camp choisit en secret une carte qu'il a dans sa main, puis il la joue face down. La grosse différence, ça c'est une autre grosse différence par rapport à War of the Ring, c'est qu'à toutes les fucking rounds de combat dans ce jeu-là, vous allez jouer une carte de votre main. Vous avez aucune hostie de raison de ne pas jouer une carte de votre main. Puis ça aussi, ça s'accumule. C'est une autre différence. Dans War of the Ring, à un moment donné, vous avez 6 cartes en main. Vous ne jouez pas une carte à toutes les rondes de combat. Il y a des combats qui sont plus importants que d'autres. Puis vous allez garder vos cartes, mettons, si vous êtes le Shadow, quand vous allez mener l'assaut contre Minas Tirith, puis tout ça, vous allez garder vos grosses cartes. Ou des fois, on est déchiré, on est là, oh my god, cette carte-là, j'aime l'événement, mais l'affaire de combat est bonne, fuck it, je la garde pour l'événement, je peux pas me permettre de la jouer en combat. Fait que vous n'allez pas jouer une carte si souvent que ça. Dans Battle of Five Armies, à chaque ronde de combat, il y a une carte qui est jouée. Parce que vous avez ces cartes-là au pire des pires. Puis vous avez la carte de regroupe aussi au pire des pires. Fait que ces cartes-là ici, c'est des one-shots. Fait que vous avez le même dilemme que dans War of the Ring. Ah, je joue tout ça pour la portion de bataille, mais là, si oui, la carte est défaussée, puis bye bye la portion événement. Mais ces cartes-là ici, par unité, il n'y a aucune hostie de raison de ne pas les jouer, là. Vous allez voir, ça vous donne un petit effet bonus qui est intéressant. Fait que tout le monde va choisir, là. Fait que là, si je suis joueur des peuples libres, je choisis entre ces 6 cartes-là ce que je considère qui est le mieux. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit peu plus de réflexion à chaque ronde de combat par rapport à ce qu'on choisit. Fait que, admettons, là, tu sais, que je dis, bon, ben, je vais jouer, moi, je joue les Lakemen. Fait que là, je fais la même affaire, je la joue face down. Fait que c'est pour ça que ces cartes-là, ils ont le même card back que ces cartes-là. Ok, dans votre main, ils sont indissociables. Puis quand vous les collissez sur la table, ils sont indissociables aussi d'une carte générique. Puis admettons que le joueur du Shadow joue sa carte d'orc. Fait que là, prête, pas prête, on révèle. Fait que là, on révèle nos cartes. Haha, j'ai joué les Lakemen. Haha, j'ai joué les orcs. Après, c'est le jet de combat.
Fait que là, ça a l'air d'être pas mal pareil. Tu sais, on dit, bon, les joueurs roulent un nombre de dés de combat égal à la force de combat de leur armée, maximum 5 dés. C'est la même calice d'affaires que War of the Ring? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Parce que là, toutes les unités, la majorité des unités, je devrais dire, ont une valeur de combat de 1. C'est le chiffre qui est écrit ici. Mais il y a une unité pour les joueurs des peuples libres qui sont les vétérans nains qui ont une valeur de combat de 2. Puis une unité du côté du Shadow, qui sont les Great Orcs, qui ont une valeur de combat de 2. Alors, ça veut dire quoi, ça? Les Wargs me fournissent 1 de valeur de combat, 1 de valeur de combat, l'Orc aussi. Mais les Great Orcs me fournissent 2 de valeur de combat, fait que le joueur du Shadow a 5 dés dans ce cas-là. Mais attention, la force de combat ne joue pas dans la supériorité. La supériorité, là, on pourrait dire, ah ben Chris, si les Great Orcs comptent pour 2, Marco, la supériorité était égale tantôt. Non, non. Pour la supériorité de terrain, c'est le nombre de figurines, le nombre d'unités, tandis que pour le nombre de dés, c'est la force de combat. Fait qu'ici, le Shadow a 5 de force de combat avec 2 rerolls, puis le joueur des peuples libres a 4, parce qu'il n'y a pas de vétéran nain, a 4 de force de combat avec 2 rerolls grâce à Gandalf le Gris, qui a une valeur de leadership de... Ah non, il y a une valeur de leadership seulement de 1, c'est vrai. Fait qu'ici, le joueur des peuples libres a 4 de valeur de combat avec un reroll. Puis ici, le joueur du Shadow a 5, va lancer 5 dés avec 2 rerolls. Puis on vise des 5 ou des 6, ça l'a pas changé, sauf exception qu'on va couvrir à la fin du vidéo, mais par défaut, on vise des 5 ou des 6, puis les cartes de combat, des fois, peuvent venir fucker le chien. Oups, avec ça, calvaire, ma souris est collée le camp. À terre. Voilà, désolé. OK, mais on n'est pas au bout de nos peines. Là, c'est un peu étanche de dire ça, peut-être, là. Mais là, on se dirait, bon, enfin, hostie, là, je peux prendre mes dés puis je peux les lancer. Pas tout de suite. Parce que qu'est-ce que j'ai joué comme carte? Fait que là, je suis le joueur du Shadow, j'ai joué les orques. J'ai une figurine d'orque ici. Fait qu'on disait que j'avais 5 dés. Puis j'ai joué la carte de manœuvre des orques. Fait que là, si je suis le joueur du Shadow, je vais me prendre 4 dés normal puis un dé d'une autre couleur pour mes orques. Il faut que je sois capable, autrement dit, de reconnaître, après avoir lancé mes 5 dés, quel était le dé associé à l'orque. Fait que pour ça, comme le dit le jeu, ben, vous prenez. euh, je pense que le jeu vient encore avec des dés blancs puis des dés noirs. Puis en tout cas, moi et Rémi, on avait pris l'habitude. On lançait des dés blancs pour toutes nos unités normales, puis des dés noirs pour les unités pour lesquelles on avait joué une manœuvre. Fait que là, ici, le joueur du Shadow a droit à 5 dés. Il a joué la manœuvre des orques. Il y a une figurine d'orque. Encore là, c'est la figurine et non la force de combat. Même si le joueur du Shadow avait joué la carte de manœuvre des Great Orcs, qui valent pour une force de combat de 2, il aurait lancé 4 dés blancs, un seul dé noir. Parce qu'il n'y a qu'une figurine de Great Orc. Fait que là, par exemple, le joueur du Shadow fait ça. Fait que je lance 4 dés normal. Ça, j'avoue, c'est assez bien fait dans le module TTS. Et je lance un dé noir. Fait que là, la façon de voir ça, c'est que les orques n'ont pas réussi à faire de hit. Ils ont roulé 4. Puis les autres unités qu'on s'en calisse puis qui sont toutes mélangées ont réussi à faire 2 hits. Mais là, j'ai le droit à 2 rerolls. On n'oublie pas. Fait que là, si je suis le joueur du Shadow, c'est sûr et certain, vous allez comprendre pourquoi je vais essayer de rerouler le dé de mon orc. Fait que je reroule le dé de mon orc, qui touche toujours pas. Et je reroule un des autres dés. Encore là, c'est. Je peux pas rerouler le même dé plus qu'une fois, là. Fait que, au final, c'est pas mauvais, là. Si je suis le Shadow, je viens d'infliger 3 hits, mais ma manœuvre d'orc a échoué. Ça veut dire quoi, ma manœuvre d'orc a échoué? Rappelez-vous, je vous disais, cette petite carte-là vous donne un petit bonus. Fait que chaque carte de manœuvre a un effet dans le bas, mais cet effet-là est déclenché uniquement si l'unité en question réussit à faire un hit. Fait que si les orques avaient réussi à faire un hit, j'aurais pu appliquer l'effet qui est là, qui dit qu'à la fin de la ronde, j'ajoute un token de leadership à mon armée. Fait que là, oh Chris, j'aurais eu un autre token de Shadow Leadership ici. Fait que j'aurais eu des rerolls de plus, puis même ce token de leadership-là, il reste pour le tour. Fait que si cette armée-là continue hostie, de se promener, puis de faire du trouble, puis d'attaquer les joueurs des peuples libres, ce Shadow Leadership token-là reste là. Mais là, j'ai missé avec mon fucking orc, alors je n'applique pas l'habilité qui est là.
Le joueur des peuples libres, on disait, a 4 dés avec un reroll. Lui, il a joué la carte des Lakemen, puis il a 2 Lakemen. Fait que le joueur des peuples libres lui va lancer 2 dés normales puis 2 dés de manœuvre spéciale parce qu'il y a 2 figurines de Lakeman puis c'est cette carte-là finalement qu'il a joué là. Fait qu'allons-y gaiement, fait qu'il lance 2 dés normales. Calvaire, ok? Puis il a quand même droit à un reroll grâce à Gandalf, fait que là ces 2 dés de Lakeman ont touché. C'est pour que la manœuvre puisse être activée. Vous avez juste besoin d'avoir une touche, un hit, avec les fameux dés spéciaux. Fait que là, le fait que j'aille 2 hits avec les Lakemen, je ne vais pas appliquer l'effet 2 fois. Si vous avez au moins un hit sur les dés spéciaux, vous appliquez la manœuvre que vous avez jouée. Fait que c'est pour ça qu'évidemment, si vous avez beaucoup d'unités d'un même type, puis que vous jouez cette manœuvre-là, vous avez pas mal plus de chances qu'elle trigue qu'avec mes petits orques que j'avais tantôt avec le Shadow. Fait que là, le joueur des peuples libres relance ça pour Gandalf. Fait qu'il fait 2 hits au total, mais il applique la manœuvre. Alors, quelle est-elle, cette manœuvre-là? J'ajoute un dommage à l'armée ennemie. Alors, c'est comme si c'était un 8 d'extra, finalement. Fait que, ouf, là, on a passé à travers. On a fait le combat roll. On a fait le leader et roll. Mais là, au niveau du dommage, vous avez maintenant des marqueurs de dommage. Alors là, on n'enlève pas d'unité tout de suite. Les armées se ramassent des marqueurs de dommage. Fait que là, l'armée du Shadow se ramasse 3 marqueurs de dommage. L'armée des peuples libres, pareil. Des marqueurs de dommage ou des vidanges. Alors, encore là, petite parenthèse ou montée de lait, là, mais des hosties de tokens triangulaires de même, là, ça se manipule mal comme le Chris, puis ça s'empile mal comme le Chris. C'est quoi le problème avec des bons vieux tokens carrés, hosties, d'essayer de faire ça fancy avec une petite rune elfique de je sais pas trop quoi, là, puis le token triangulaire, en tout cas, on repassera, là. Puis là, ça, c'est une autre dimension qui s'ajoute par rapport à ça. C'est-à-dire que là, si on décide de continuer, on continue, Chris, puis let's go. Le Shadow roule encore 5D, puis les peuples libres roulent encore 4D, malgré le nombre de dommages que vous avez. Vous allez dire, Chris, ça n'a pas de fin, cette style d'affaire-là. Oui, ça a une fin, cette style d'affaire-là. La fête est finie une fois que le nombre de dommages que vous avez excède le nombre d'unités que vous avez. Alors, supposons un scénario où on poursuit, puis l'armée du Shadow se bouffe 2 hits de plus. Là, elle est rendue avec 5 tokens de dommages et elle a seulement 4 unités. Et là, comme je disais, la fête est finie. Là, elle est obligée de commencer à éliminer des unités, autrement dit, là. Et pour chaque unité qu'elle élimine, mettons qu'elle décide d'éliminer un warg, elle a le droit d'enlever 2 tokens de dommages. Et à chaque fois qu'elle fait ça, elle recheck son nombre de tokens de dommages qu'elle compare par rapport à son nombre d'unités pour savoir si elle est encore over. Fait que là, dans ce cas-là, elle est redescendue à 3 tokens de dommages puis 3 unités. Elle est correcte. Elle peut continuer d'attaquer, cette fois-là avec 4 dés, parce que le Great Orc compte encore pour 2. Mais là, le scénario, elle se rebouffe un de dommage plus tard. Ben là, elle va peut-être éliminer, mettons, l'orc, enlever encore là 2 de dommages, c'est encore correct pour continuer. Puis vous faites ça tant que vous êtes, tant que vous avez du monde, puis tant que vous êtes correct, là. Euh, c'est bizarre. Ben, ouais, c'est bizarre. Comme, tu sais, c'est très particulier comme mécanique. J'ai jamais vu ça vraiment nulle part ailleurs. Puis, ben, ça prend du temps d'être familier avec ça, là, parce que, tu sais, genre, tout va bien jusqu'à temps que ça l'aille plus bien. Tu sais, c'est vraiment ça, là. Tu sais, autrement dit, bon, j'ai 4 unités, Chris, ça va bien, puis là, à un moment donné, je me mange une varlope, mais, tu sais, particulièrement intense, là. Tu sais, je me mange, je sais pas, là, j'avais 4 tokens, 1, 2, 3, 4, là, puis je m'en mange 3 autres, ben là, je vais dire, OK, je vais éliminer un warg, je vais éliminer 2 de dommages. Au calice, je suis encore over, 5 contre 3. OK, je vais éliminer mon petit orc, puis je vais éliminer 2 de dommages. Calice, je suis encore over, 3 tokens de dommages contre 2 unités. Je vais m'enlever le dernier warg, sacrément, puis là, j'enlève 2 tokens, puis là, je suis correct. Fait que, tu sais, c'est vraiment un principe, comme je disais, là, ça va bien jusqu'à temps que ça l'aille plus bien, là. Puis des fois, quand ça va plus bien en sacrament, là. Puis vous êtes obligé de faire du ménage en crise. Fait que,
Puis ces tokens de dommages-là sont pas là uniquement pour le combat. Si j'étais le Shadow, comme dans le scénario de tantôt, là, où est-ce que j'avais comme 3 de dommages, ben si je suis le Shadow, j'aurais pu décider d'arrêter. Puis autant moi que l'armée des peuples libres, on garde notre dommage. Et là, c'est longue boucle, sti, pour revenir à quelque chose qu'on a couvert dans une vidéo précédente. Mais avec Muster, la fameuse action de rally, c'est à ça que ça sert. Fait que si je joue un D-Buster, l'action de rally, ça dit que je peux faire 2 actions de rally sur 2 armées différentes. Pour chaque armée, je roule un nombre de dés égal au nombre d'unités. La force de combat des Great Orcs n'a pas rapport là-dedans. Et j'enlève un token de dommage pour chaque résultat de 5 ou 6. Puis j'ai le droit de reroller en fonction de ma valeur de leadership comme en combat. Fait que si après ça, je décidais de faire une action de rallye en tant que joueur du Shadow pour essayer de me débarrasser de quelques vidanges ici, ben je roulerais 4 dés avec 2 rerolls. Puis pour chaque 5 ou 6, j'enlèverais un jeton de dommage. Puis qui sait, après ça, je me sentirais peut-être encore assez en forme pour me lancer une autre attaque ici. Peut-être que j'ai pogné le joueur des peuples libres, les culottes à terre, que lui, il n'a pas de dé de Muster ou de dé de Will of the West, puis il n'est pas capable de se débarrasser de ses vidanges, puis je l'attaque. Puis il y a toutes sortes de règles après ça quand vous vous déplacez. Vous devez évidemment traîner vos vidanges. Là, si vous splittez l'armée, il y a des règles encore par rapport à ça. Là, évidemment, vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit de gamer le système de vidange, là, autrement dit. Là. Si vous splittez l'armée, vous devez garder suffisamment de vidange là, pour pas que ça excède le nombre d'unités puis tout ça. Vous êtes pas capable de crosser le système, comme on dit en bon québécois, de vidange, peu importe ce que vous faites après ça. Fait que ça, pour le meilleur ou pour le pire, ça allonge les batailles. Parce que dans War of the Ring, on perd les unités tout de suite. Fait que souvent, ça réduit le nombre de dés. Puis là, à un moment donné, il y a un camp qui va dire: oh là, Chris, je m'en vais. Là. Mais là, tu sais, on y croit, on dirait, jusqu'à la fin. Là. Tu sais, on accumule. C'est un peu comme la carte de crédit, ça, ces petits dommages-là. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas d'impact. Kitching, je passe ma carte. Kitching, je passe ma carte. Puis let's go, le compte en banque ne descend pas. Et puis à un moment donné, le relevé arrive, là, puis là, c'est comme, il faut payer, puis oh, calice, où c'est que je vais trouver l'argent? Et là, c'est un peu la même affaire, là, vous accumulez des dommages, pendant ce temps-là, vous continuez de brasser, tiens, 5D, mon calice, puis tiens, ben ouais. Puis là, à un moment donné, whoop, le nombre de dommages excède, puis là, dans les 2 cas, là, ça fond comme neige au soleil, les unités. Ces manœuvres-là, une fois qu'elles ont été jouées, elles restent sur la table. Fait que là, si je suis le joueur du Shadow, arrive une autre ronde de combat. Bon, à ce moment-là, j'ai pas les gobelins. Là, je pourrais décider de jouer la carte des wargs. Puis si je suis le joueur des peuples libres, je pourrais décider de jouer, par exemple, les dwarf regulars. Vous regagnez ces cartes en main-là, c'est écrit sur la carte au moment où vous jouez votre carte de regroup. C'est une des utilités de la carte de regroup. Quand vous jouez la carte de regroup, vous allez reprendre ces cartes-là en main et vous allez reprendre votre carte de regroup en main. C'est pour ça que je disais, vous allez toujours au minimum avoir votre petite carte de regroup que vous allez pouvoir jouer over and over again. Et l'autre utilité de la carte de regroup, comme je disais, c'est pas simple. Bon, on revient à mon attaque de tantôt. J'ai fait une ronde de combat. Là, le joueur des peuples libres voit ça. Puis il dit: hey, Christ, genre, ouais, là, t'as peu, j'ai pas le goût de perdre des unités. Puis j'ai déjà mangé 3 hits. Fuck it, je retraite. Tu sais, la bonne vieille décision, comme dans War of the Ring. Là, tu sais, le Shadow, est-ce que tu continues? Oui, bon, ben moi, je retraite. Je te laisse la place. Puis je calisse mon camp. Si le joueur des peuples libres décide de faire ça et qu'il n'a pas joué sa carte de regroup à cette ronde-là spécifiquement, il est obligé de faire le ménage dans ses vidanges jusqu'à temps qu'il lui reste 0 ou 1 damage token. Alors, dans ce cas-là, il vient de crisser son camp, malgré le fait que ses tokens de dommages n'excèdent pas son nombre d'unités. Il appelle ça un route, c'est une déroute. Là. Il a décidé de colisser son camp. Puis comme de fait, on a vu la réaction du joueur de dire: oh, Chris, je l'ai mangé une, si je décide de crisser mon camp, c'est un peu désorganisé. Fait que là, tant pis, tu dois réduire ton nombre de tokens de dommages jusqu'à temps qu'il t'en reste juste 0 ou 1. Fait que là, dans ce cas-là, il choisirait par exemple un Lakeman, et il enlèverait 2 de dommages, puis là, il serait correct.
Si le joueur des peuples libres avait joué dans cette ronde-là spécifiquement sa carte de regroupe, la carte de regroupe, sa deuxième utilité, en plus de lui permettre de récupérer ses autres cartes de manœuvre, c'est qu'elle lui permet de faire une retraite ordonnée, où est-ce que là, il n'est pas obligé de se débarrasser de ses tokens de dommages tout de suite. Alors, ça va lui donner une chance de se rallier pour peut-être les enlever plutôt que d'avoir à les retirer en catastrophe. Ça aussi, c'est écrit sur la carte. À noter qu'évidemment, la carte de regroupe ne vous permet pas de récupérer ces cartes-là, les cartes génériques, parce qu'elles, quand elles sont jouées, elles sont défaussées pour de bon. End of round, fait que by retreating or routing. Donc, dernière petite affaire peut-être, le target number standard, comme on disait, c'est 5. Comme dans War of the Ring, si le défenseur est à l'intérieur d'une fortification, donc on a le Eastern Spur, on a le Front Gate. Front Gate, ouais. Qui est une fortification aussi, puis on a Raven Hill. D'abord, si vous faites attaquer, vous êtes les peuples libres, vous faites attaquer dans une formation, dans une fortification, ça prend des 6. Le Shadow doit rouler des 6 pour infliger des hits. Et tous les dommages s'en vont d'abord sur la fortification comme telle. Puis c'est une autre utilité des marqueurs de dommages. Ces marqueurs de dommages-là, vous ne pouvez pas les rallier. La fortification est pétée, puis vous n'avez pas le temps de la rebâtir dans le time frame du jeu, là. Mais les marqueurs de dommages s'en vont ici. Ils ne sont pas associés à l'armée. Cette armée-là, à la limite, pourrait coalisser son camp, puis laisser les marqueurs de dommages où ils sont. Puis évidemment, si la fortification atteint son nombre de. C'est son chiffre qui est ici, ben, considéré comme pété. Puis là, à ce moment-là, le joueur du Shadow attaque comme normal. Ça ne peut pas être réparé. Fait que vous comprenez maintenant que le front gate avec une valeur de fortification de 6, tabarnak. Fait que c'est pas rien que ça prend des 6 pour toucher, mais les 6 premiers jetons de dégâts s'en vont là-dessus, puis s'en vont même pas sur la calice d'armée. Fait que même s'il y a juste une unité ici, là, s'il y a 2 jetons de dégâts, les jetons de dégâts sont sur la fortification, en fait, l'armée est bien correcte, là. 3 de dégâts, 4 de dégâts, jusqu'à temps qu'on pogne 6 de dégâts, là, on décalisse tout, elle est pétée. Puis là, les autres jetons de dégâts s'en vont sur l'armée comme telle. Et l'autre petit chrome qui fait bien du sens, là, ça ressemble encore là un petit peu à Osgiliath puis au guet de Lysen dans War of the Ring. Fait que si le défenseur est à travers un ford, ça c'est les passages ici, les passages à guet ici. Fait que la première ronde de combat, l'attaquant doit rouler des 6. La première ronde de combat seulement. Même principe si vous êtes l'attaquant puis vous attaquez une montagne et que vous n'êtes pas vous-même dans une montagne. Fait que par exemple, il y a une armée du Shadow qui est ici. Fait que, puis mettons que Bard et ses copains sont là. L'armée du Shadow ici attaque là. Encore là, c'est des 6 la première ronde de combat parce que vous êtes en train de gravir la montagne puis vous êtes dans une position désavantageuse. Dans les deux cas, c'est la première ronde de combat seulement pour ça. Fait que là, c'est évidemment, faut prendre connaissance de toutes les hosties de cartes ont des effets. Certains de ces effets-là sont uniques. C'est l'autre utilité des chauves-souris aussi. Les chauves-souris ont leur carte de manœuvre qui ne nécessite pas, des chauves-souris ne sont pas des unités, ça ne nécessite pas de pogner un succès, de pogner un hit avec un dé. Ça nécessite juste d'avoir une chauve-souris dans la région, euh, je devrais dire dans le territoire où se déroule le combat. Fait que, par exemple, ici, si j'avais eu une chauve-souris, le joueur du Shadow aurait pu prendre sa carte de chauve-souris, qui est une carte de manœuvre spéciale, qui peut récupérer aussi, puis qui peut infliger des hits additionnels. Mais là, vous décollissez des chauves-souris à toutes les fois que vous l'utilisez. C'est ça l'intérêt. Là. Il y a d'autres petits chromes comme ça, mais c'est le système de combat. Puis bon, là, je pense que vous aurez deviné que euh, c'est pas compliqué, mais c'est ce que je discutais avec Rami. Ma plus grosse plainte, c'est que quand ça brise le momentum et ça brise le tempo du jeu. Point à la ligne. Puis ça, c'est pas un péché mortel en design, mais c'est un péché quand même. Une fois qu'on a déclaré une attaque, tout ce qu'on a le goût de faire, c'est de pogner les dés puis de les brasser. Puis le jeu rajoute une coupe c'est une coupe de hurdle, là, comme on dit en anglais, une coupe de haies, là, ou une coupe d'obstacles à ça. C'est on check la supériorité de terrain. Bon, ok, là, ok, c'est la supériorité, je pige une carte de plus. On prépare nos mains de cartes. Ah, ok. Là, on choisit une carte. Ah, ok, on choisit une carte.
Là, oh, tu t'en allais prendre toutes les dés blancs, mais à ta minute, là, t'as des manœuvres spéciales. Fait que t'as combien d'unités de la patente que t'as joué? Fait que c'est 3 dés blancs, 2 dés noirs. Bon, enfin, hostie, je brasse. Puis même ce sentiment de gratitude-là, de dire, je t'ai fait 3 hits, dans War of the Ring, c'est comme, tu sais, yes, hostie, tain, les hosties de Gondor, puis les hosties de Rohan, tain, calisse-moi ça aux poubelles, hostie, calisse-moi ça au bidon. Là, c'est ces tokens-là, puis ça n'a pas d'impact tout de suite, puis ça va-tu rester là, puis tout ça. Encore là, c'est du calcul de plus, puis là, c'est comme, bon, prochaine ronde de combat. Non, non, attends, là, mon nombre de dommages dépasse, faut que je fasse du ménage, là, je me demande quelle unité je vais enlever, parce que cette unité-là, elle a une bonne manœuvre, mais j'ai déjà joué la manœuvre, fait qu'il faudrait que je joue gros pour récupérer sa manœuvre. Ça finit plus, Chris. Ça finit plus, les hosties de bataille, puis c'est un défaut du jeu. C'est excitant pareil. Le système de base est excitant pareil. Euh, mais Chris que j'aime mieux War of the Ring, puis Chris que j'aime mieux Dune, définitivement. Fait qu'en tout cas, on s'est déjà beaucoup éparpillé, comme je disais, excusez-la. Et c'était The Battle of Five Armies. Si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, il y a plein d'autres playlists semblables sur la chaîne. Merci et à plus.